soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. En vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel, je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Cela exige de chacune, de chacun de nous. dafa jar a bàyyi xel moo waral ma ne man sama taxawaayu démb ak sama taxawaayu tey benn lay doon muy taxaw ngir aar réew mi ci wàllu indépendance am ci wàllu ay frontière am. Bon, salaamaaleykum ñëpp ñu ñuy seetaan. Je pense que ni discours bi Macky Sall def démb surprendre na ñu bëri ci Sénégal et aussi ñi nga xamante ne ñu ngi nekk en dehors du Sénégal loolu moo waral tey ñu ñëw di ko waxtaane waat parce que lépp lu nga xamante ne dafay soxal Sénégal dafay soxal suñu gaal suñu dëkk dafay nekk loo xam ne daf ñuy intéressé directement ba loolu moo waral tey vraiment mu bëggoon ñëw ñu waxtaanaat si après live bi nga xam ne def naa ko démb ñëw waxtaan si avec des Sénégalais de la diaspora et du Sénégal pour que ñu kenn ku ne wax ñu sa xalaat wax ñu lan nga gisee situation bi nga xam ne mi ngi am ci Sénégal et puis surtout lan moo war a nekk ëllëgu Sénégal ci élection présidentielle yu 2024 yi nga xam ne ñu ngi si ñëw donc tey ma ànd si ak Seydina Alioune Sané, je pense que je vais plus le présenter. El Hadj Mendes, Amadou Sabali qui est avocat, Aminata Wane. Donc vraiment un plaisir de vous retrouver. Je pense que ni même mbégte bi aussi xam naa ne ngeen di am. Bon, je vous laisse la parole très rapidement. De vous rappeler ni aussi, voilà, s'il y en a qui veulent vraiment nous rejoindre, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous faire signe. N'hésitez pas à partager et à liker le live autour de vous. L'idée, c'est juste de parler du Sénégal et donc on a une ferme volonté de démocratisation ci li ñuy wax ba moo tax bëgg nañ mu dem un peu partout ci Sénégal. Bon, peut-être ma commencer si Seydina. Seydina, naka nga def? Ça fait un moment, gëj nañ la gis. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Bokar, bonjour El Hadj et Amadou Sabali Amina. Donc merci Bokar pour l'invitation. Ça fait effectivement un petit moment que je ne suis pas venu aux émissions, mais voilà, c'est toujours un plaisir de participer. Donc j'en profite pour présenter toutes nos condoléances aux Sénégalais, puisqu'on sait qu'il y a des événements qui sont très tragiques qui sont arrivés au Sénégal, avec pas mal de personnes qui ont perdu la vie, des jeunes pour la plupart.
qui sont sortis manifester et qui, malheureusement, pour beaucoup, ont soit eu des blessures, certains ont été emprisonnés, il y en a plus de 600, et puis plus d'une trentaine de personnes qui sont décédées, et d'autres personnes pour lesquelles peut-être qu'on ne sait pas forcément dans quel état ils sont, puisqu'il y en a qui ont été déclarés disparus. Donc, voilà, c'est l'occasion quand même de présenter nos condoléances aux Sénégalais et puis de féliciter cette jeunesse qui s'est beaucoup battue et qui se bat toujours pour qu'il y ait plus de démocratie au Sénégal. Donc, c'était un premier mot que je voulais dire à l'attention du peuple sénégalais. Donc, je rappelle que moi, j'étais membre de PASTEF. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Depuis quelques mois, depuis le mois de mars 2023. Cela étant, on n'a pas besoin d'être membre d'un parti pour se désolidariser des actions qui sont posées par le pouvoir politique à l'encontre des membres de ce parti, puisque les arrestations sont massivement faites parmi les rangs de PASTEF. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner et déplorer. Et aussi la situation que vit le leader de PASTEF, à savoir Ousmane Sonko, qui est une situation qui n'est pas acceptable dans un état de droit. En tout cas, un pays en démocratisation, puisqu'on ne peut pas dire en tout cas aujourd'hui que le Sénégal soit en état de droit. Donc, c'était des éléments préliminaires que je voulais apporter. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Mais très rapidement, pourquoi c'est un état en voie de démocratisation et que le Sénégal peut ne pas être considéré comme un pays démocratique? Écoutez, dans tous les pays, tous les pays sont dans un processus de démocratisation, puisque la démocratie, ce n'est pas un État. Donc, c'est une dynamique. Ce qui est considéré aujourd'hui comme étant quelque chose de démocratique peut demain être considéré comme ne pas remplir les critères de la démocratie. Et le Sénégal, par rapport au standard démocratique de 2023, on peut dire qu'on est loin, en tout cas, de cocher toutes les cases. Ne serait-ce que par rapport à ce que je viens de dire, à savoir les personnes qui sont décédées dans des manifestations, qui ne sont pas à ce jour, qui ne bénéficient pas des enquêtes qui sont nécessaires. On l'a vu en France avec des événements qui sont déroulés dernièrement, avec des personnes qui sont poursuivies en justice. Le policier en question aussi qui a tué le jeune présumé, puisque c'est toujours des enquêtes, qui est présumé coupable. Il est poursuivi en justice, alors qu'au Sénégal, depuis quand même 2021, il y a eu pas mal de morts, il n'y a pas eu d'enquête, en dépit des annonces qui ont été faites. Et pareil, sur 2023, on voit qu'il y a pas mal de gens qui sont décédés, il n'y a pas d'enquête. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit dans un pays où on respecte justement les droits des citoyens. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, quand on regarde aussi, ne serait-ce que, j'anticipe sur le sujet, mais la façon dont les gens sont contents du seul fait d'avoir un président de la République qui, légalement, n'est pas censé briguer un troisième mandat compte tenu de la parole qu'il a donnée, d'une part, du contexte historique dans lequel le texte a été, la Constitution de 2016 a été votée, mais également par rapport à toutes ces déclarations. Donc, il n'était pas censé espérer obtenir en fait un troisième mandat au terme d'une candidature qui serait acceptée par le Conseil constitutionnel. Donc, tous ces éléments contribuent à faire en sorte que, personnellement, je ne considère pas que le Sénégal soit un pays qui soit on n'est pas dans un état de droit. Les journalistes qui sont arrêtés, pour un oui ou pour un non, on t'arrête. Il y a pas mal de personnes qui sont emprisonnées pour des délits d'opinion présumés. Donc, eu égard à l'ensemble de ces éléments, je ne considère pas qu'on soit dans un état de droit. Voilà. On est dans un processus de démocratisation. Il y a un recul démocratique, je considère, parce qu'avec Abdoulaye Wade, on avait quand même l'habitude de pouvoir manifester et jusqu'à la place de la nation, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je considère qu'on est en démocratisation et qu'il y a eu un recul démocratique. Mais on aura peut-être l'occasion de revenir plus profondément sur ces questions. Quelle est la première impression que tu as eue quand tu as écouté le discours de Macky Sall? Et est-ce que tu t'y attendais? Et quelle a été ton impression? Alors, peut-être commencer par la première question. Est-ce que je m'y attendais? Honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit qu'il annonce qu'il n'allait pas être candidat. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu le process, sa stratégie politique, elle consistait en fait à s'assurer dans un premier temps que Ousmane Sonko ne serait pas candidat. Donc c'est la condition nécessaire pour que lui il puisse dire qu'il ne sera éventuellement pas candidat.
Mais quand on regarde en fait les actes qu'il a posés, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il dise qu'il n'est pas candidat. D'accord? En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait multiplié presque par 2 le budget du ministère de l'Intérieur. Il a multiplié presque par 2 le budget du ministère des Forces armées. Donc, c'est 2 éléments qui sont extrêmement importants. Si vous regardez en fait les autorisations d'engagement du budget provisionnel de 2023, vous allez voir ce que je suis en train d'avancer. Et puis le 3e point, il a initié des exercices militaires en relation avec la France. D'accord? Donc, on dépense de l'argent en direction de l'Europe. Donc, on fait rentrer de l'argent en Europe. Et notre premier client, c'est le Mali. Donc, c'est le Mali qui achète chez nous. Donc, le Mali, on gagne de l'argent en commerçant avec le Mali. Donc, l'Europe avait intérêt aussi à ce qu'il puisse continuer à avoir un partenaire qui lui permet de continuer en tout cas à avoir un excellent commercial du point de vue de nos relations. Et dans le contexte dans lequel ils étaient avec la guerre en Ukraine et la Russie, ce conflit-là, on s'attendait logiquement à ce que l'Europe privilégie un peu ses intérêts. Donc quand on regarde l'ensemble de ces éléments, on se dit, le président de la République, il est dans une logique de conservation du pouvoir. Alors, j'avais 2 hypothèses à ce moment-là. Quand je dis conservation du pouvoir, c'est qu'il fait en sorte que lui, il conserve le pouvoir, donc son camp conserve le pouvoir, soit à titre personnel, donc en tant que lui, président de la République, il est candidat, ou alors que ce soit une autre personne de son camp qui soit candidat. Mais la première condition nécessaire de ce que je disais, c'est que Ousmane Sonko soit tout simplement mis hors de course, parce que c'est lui qui était en capacité, en tout cas aujourd'hui, au vu du score qu'il a fait en 2019, il y avait à peu près presque 700 et quelques mille personnes qui ont voté pour lui. Et entre-temps, il y a eu encore un vent de sympathie qui a renforcé sa posture politique. Et donc, on s'attend logiquement à ce que ce soit le favori. Voilà. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je ne m'attendais pas forcément à ce que lui, en tant que tel, dise qu'il ne sera pas candidat. Voilà. Quand même, je savais quand même que la première chose, le premier acte important avant qu'il me dise qu'il ne sera pas candidat, c'est la liquidation de Ousmane Sonko. Et ça, je l'ai fait dans des postes qui datent de mars 2023. Voilà. Maintenant, pour le discours en lui-même, sur la forme, le discours, il est excellent. Il n'y a rien à dire. Voilà, il faut être honnête. Ce qu'il a dit sur la forme, c'était bien. Mais sur le fond, personnellement, je suis inquiet. Parce que ça laisse supposer que... Mais qu'est-ce que tu appelles sur la forme que c'était excellent? Sur la forme, en fait, c'est-à-dire du point de vue de... Voilà, quand on parle de la forme du discours, on ne parle pas du contenu du discours. C'est-à-dire des éléments de langage qu'il a pu... La façon dont il s'est exprimé, la force du discours, la solidarité, tous ces grands mots qu'il utilise et qu'il utilise à bon escient. Il est revenu largement sur des forces occultes et des forces extrémistes, terroristes. Oui, mais là, on est sur le fond. Là, on est sur le fond. C'est-à-dire que sur la forme, je parle de la posture, de sa posture, du message tel qu'il est écrit, il est profond. Par contre, dans le fond, quand on observe, quand on regarde ce qu'il dit, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments, en tout cas au moins 2. Le premier élément, c'est de chercher à fédérer les forces, toutes les forces vives de la nation autour en fait des idéaux qu'il mettait en avant. Et donc la contrepartie derrière, en fait, le revers de la médaille, c'est que ces forces qu'il cherche à assembler, c'est en opposition automatiquement avec une posture de force occulte qu'il dénonce. Tu vois, ceux qui voudraient arriver au pouvoir, accéder au pouvoir, par le truchement de la rue, par le truchement de l'insurrection, et ainsi de suite. Et là, on sait clairement qu'il s'adresse au parti PASTEF et en particulier à son leader. Donc ça, c'est des éléments en fait qui sont extrêmement dangereux parce que quand il évoque ces éléments-là, ça laisse présumer une intention de faire en sorte que cette force politique-là ne puisse pas en tout cas continuer à prospérer dans le pays. Et donc, c'est tout le sens un peu de la stratégie qu'il a mis en évidence en faisant quoi? En divisant l'opposition, puisque au sein de Yewwi, on a vu ce que cela a créé comme situation. Entre d'une part Barthélémy Diaz, vous avez aussi Khalifa Ababakar Sall, qui sont des membres de Yewwi, avec qui sont en tout cas en difficulté avec le reste des membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Donc ça, c'est des éléments qui sont tout à fait factuels. On l'a vu sur une émission qui s'est passée sur 7TV, où vous avez Khalifa Sall qui a appelé directement M. Youm
pour contester des propos qu'il a tenus en émission. Donc ça, c'est des éléments qui sont un peu désolants pour la coalition Yewwi Askan Wi. Et ça, c'est un objectif qui est atteint pour Macky Sall. Donc ça veut dire que ce dialogue politique-là préfigure des coalitions qui pourraient exister au second tour des élections, parce que ma conviction, en tout cas aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est qu'on risque fort d'aller vers un second tour des élections présidentielles. Et donc, il serait un peu étonnant qu'avec la sortie qui a été faite par le leader du parti PASTEF, qu'il puisse appeler, lui, à voter pour Khalifa Sall ou autre. Donc ça, c'est un élément qui en tout cas, a priori, sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera demain, mais sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est difficilement envisageable. Voilà, parce qu'il parle dans ces éléments de langage de complot, de trahison, ainsi de suite. Donc, sur la base de ces éléments-là, on peut supposer que ce serait extrêmement compliqué qu'il puisse en tout cas appeler à soutenir un Khalifa Sall. Très bien. Voilà. Très bien, et puis, l'autre élément qui risque d'arriver, c'est un peu l'arrestation du leader Ousmane Sonko. Tu crois à ça? Tu crois à cette arrestation? En tout cas, si on s'appuie sur les éléments de fond, effectivement, les éléments de langage, parce qu'il parle de forces occultes, de déstabilisation, que la justice fera face, que le pays restera debout, qu'ils engageront toutes les enquêtes nécessaires et que les coupables seront punis. On sait très bien qu'il ne va pas faire des enquêtes pour emprisonner des gens du parti au pouvoir. Encore moins par rapport aux nervis qui ont été mobilisés par des personnalités a priori proches du pouvoir, sur la base en tout cas des enquêtes qui sont ressorties. Donc on sait très bien que c'est quelque chose, c'est un discours qui est orienté vers l'opposition, et l'opposition radicale. Il y a une réalité aussi qu'il faut peut-être accepter. Après, c'est difficile, moi je le comprends personnellement, je veux dire, des gens luttent avec Ousmane Sonko depuis 2014. Et je suis d'avis avec ceux et celles qui pensent clairement, et il n'y a même pas qui pensent, qui constatent qu'il y a cette injustice au Sénégal. Et je pense que après Dina Signo Aksabali, il va falloir de véritables réformes. Parce que même avec le futur président du Sénégal, à Koumoutidon, on n'est pas à l'abri avec les au Sénégal ni en ce moment avec Macky Sall. On n'est vraiment pas à l'abri. À Koumoutidon. Parce que même yo, tu as Ousmane Sonko par exemple, avec toute la bonne volonté du monde qu'il a, mais dafa yexi comme elle yow Aminata yaay ñëw ne ko non, tu as tellement bien fait les choses que mën nga imposer 4e candidature. C'est ça, tout à fait. Ouais, tu vois, c'est l'humain qui est comme ça. Qui plus est, l'Africain face au pouvoir. On perd très rapidement la mémoire. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord, Bokaran. Je ne peux pas te laisser quand même dire ce genre de propos. On ne peut pas dire en fait que l'Africain a un rapport particulier au pouvoir. C'est comme s'il y avait un essentialisme derrière et que c'est une fatalité, tu vois. Du simple fait qu'on est africain. Non, voilà, pas du simple fait qu'on est africain, mais oui, après, je vais te laisser dire. C'est là où c'est intéressant. Non, c'est là où c'est intéressant parce qu'on aura des avis différents, bien sûr. Mais il y a une réalité qui est que il n'y a qu'en Afrique, d'une façon générale, après ça, c'est la grande majorité, qu'on tripatouille les constitutions et qu'on ne respecte pas nos mandats. D'une façon générale. Je ne dis pas qu'Afrique règle la mais l'outil c'est dans le continent nord que tu le vois. Je ne dis pas que c'est lié à notre couleur de peau, absolument pas, parce que ça risque de créer une polémique. Mais une réalité, elle est là. C'est difficile peut-être de l'accepter. Moi, que ni, sous nous deux qui ngay gis, président ñëw na la lii la ñuy def, texte yi na la lii la ñuy def, ñu xëy suba weddi ko. Njëkkeewul ci Sénégal. Oui, mais Ouattara, il ne faut pas dire en fait voilà. Mais après, je finis et après, mais vas-y. Je te laisse avoir, vas-y. Je suis d'accord, mais je t'en prie. C'est important du mais en tout cas, pour moi, pour que tu comprennes peut-être le sens de mes propos, moi, effectivement, nous, on a l'habitude, et je l'ai dit hier, nous avons des institutions aussi fortes, parce que le Sénégal ne manque pas d'institutions. On a toutes les institutions calquées de la France. Mais ce sont les hommes qui incarnent les institutions qui n'ont pas de valeur. Et ça, c'est une réalité. En tout cas, les hommes politiques, d'une façon générale. Et je te laisse venir sur les contenus. Oui. Non, mais je ne suis pas... Enfin, je comprends ce que tu dis. Après, je pense qu'il faut peut-être utiliser les bons termes parce que quand on dit que l'Africain, il est ceci ou l'Africain, il est cela, voilà, on fait un glissement un peu vers ce qu'on appelle l'essentialisme. C'est-à-dire que du fait qu'il est africain, donc nécessairement, il est ceci. Et ça, on le voit aussi dans des pays
dans des pays où il peut aussi y avoir des jugements de ce genre, mais plutôt liés à la couleur de peau. On peut dire que voilà, les gens qui font tel acte, ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration. Je te passe les exemples dessus. Il y a déjà beaucoup de gens qui tiennent ce propos pour que j'en rajoute. Donc, c'est pour ça que ce genre de raisonnement-là, pour moi, c'est à proscrire. Mais ce qui est intéressant, c'est le discours, enfin, l'argument sur les institutions et les hommes. Parce qu'on se rappelle tous que le président des États-Unis, Barack Obama, donc ancien président des États-Unis, il disait qu'en fait, l'Afrique avait besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. Bon, peut-être c'est parce que c'est le président des États-Unis que ça a pris autant d'ampleur, mais quand on examine la proposition en elle-même, on se rend compte tout de suite des limites qu'elle comporte. Pourquoi? Parce que quand on dit les institutions, c'est quoi une institution? Voilà. Quand on prend par exemple la présidence de la République, dans la Constitution du Sénégal, c'est une institution. Donc la présidence de la République, il y a un lieu où on va retrouver la personne qui incarne la présidence de la République. C'est le palais présidentiel. Voilà. Il y a des documents écrits qui lui donnent des prérogatives, qui disent, voilà, il peut faire ceci, il peut faire cela. D'accord? Donc il y a des éléments matériels qui sont là. Tout ce qui est écrit, pour moi, c'est des éléments matériels. Et puis le bâtiment, c'est un élément matériel. D'accord? Le lieu où va se trouver le président de la République, les voitures qu'il va utiliser pour se déplacer, et ainsi de suite. L'armée, les moyens qu'on lui donne, c'est des éléments matériels qui contribuent en fait à la définition de la fonction. Mais le plus important dans tout ça, ce n'est pas les éléments matériels en fait. C'est l'humain. Je donnais un exemple dernièrement en disant que si on prenait les Sénégalais, des juges en particulier ou des hommes politiques, qu'on les amène aux États-Unis, avec les institutions qui sont aux États-Unis, les bâtiments, les documents, les textes, ainsi de suite, qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Est-ce que ça va changer quelque chose? Quelque part. Parce qu'on peut dire que les États-Unis, ils ont des institutions qui sont fortes. Mais qu'est-ce qui fait la force des institutions? Est-ce que c'est les bâtiments, les documents qui sont inscrits, les textes de loi, les moyens qu'ils ont? Ou est-ce que c'est l'esprit en particulier, donc la façon dont ils ont intériorisé, c'est-à-dire qu'ils sont acculturés, les valeurs qu'ils mettent sur le papier, c'est des valeurs d'abord qu'ils croient, ils y croient déjà. Donc, ils ont la certitude psychologique du bien fondé des valeurs qu'ils incarnent, en tout cas qu'ils défendent. Et c'est à cette condition-là que si on met ces valeurs-là dans des documents, notamment des textes de loi, la personne, d'autant plus qu'elle y croit, elle va respecter. C'est comme un peu la religion. Une personne qui croit fondamentalement à une religion, il n'a pas besoin à la limite du texte. Le texte lui sert de boussole de temps en temps, mais il n'a pas besoin que le texte soit là pour qu'il respecte. Donc, autrement dit, le plus important dans tout ça, ce n'est pas les institutions en elles-mêmes. Sauf si on inclut dans les institutions les personnes et qu'on considère que les personnes constituent la dimension la plus importante de l'institution. Et donc, c'est comme dans une entreprise. Quand tu as une entreprise, tu as des personnes qui sont là, il y a de beaux locaux, il y a du matériel à gogo, mais si les personnes ne sont pas formées aux procédures qu'ils doivent appliquer, aux consignes de gestion pour traiter leurs dossiers, gérer leur activité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ce qui se passe au Sénégal. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la présidence de la République ou au niveau des hommes politiques. C'est un phénomène social. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si les hommes politiques sont des êtres qui sont coupés de la société, qui sont à part. Non, c'est des Sénégalais comme nous. Et donc, quelque part, c'est l'homme type sénégalais qu'il faut interroger. C'est-à-dire que la façon dont on nous a socialisés. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de question de Sénégalais aiment le pouvoir ou machin, mais quelle est la formation qu'on doit avoir, l'éducation qu'on doit avoir, qui fera que si on amène des textes de loi, qu'on puisse les appliquer. À défaut, on mettra tous les textes qu'on veut, on mettra tous les verrous qu'on veut. Derrière, c'est toujours des êtres humains qui vont interpréter les textes, qui vont les appliquer. Voilà, ça ne changera absolument rien. Seydina, en 5 minutes, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Mais 5 minutes, Seydina. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Quand on dit le pouvoir du peuple, c'est-à-dire que c'est le peuple qui délègue son pouvoir. Il délègue son pouvoir au président de la République. À partir du moment où il a délégué son pouvoir, il ne doit pas y avoir une autre entité qui constitue une entrave à l'exercice du pouvoir qui a été donné au président de la République. Parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens, en fait, justement. Donc, le président de la République, il doit pouvoir
puisque le peuple lui a confié justement une parcelle de pouvoir, il doit pouvoir en fait mener la politique qu'il a promis au peuple et qui a fait qu'il a été élu. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est tout à fait normal. Un ministre, il est là pour en fait mettre en œuvre la vision. Mais Seydina, je te pose une question. Seydina, je te pose une question comme ça, tu déroules. Parce que par exemple, je donne l'exemple. En France, parce qu'on vit en France, c'est l'exemple qu'on maîtrise le mieux. Voilà ça dans d'autres démocraties. En France, il arrive que des ministres et le président soient en désaccord sur certains sujets sociétaux. C'est-à-dire que le discours ne concorde pas. Et que le ministre, quand il parle, mon politique, vous me conduisez, sans besoin de dire toutes les 2 secondes sur les instructions de son excellence, sur les instructions de sa majesté. Enfin, faut oui, si tu veux, en fait, ce qui est important, c'est ce qui arrive dans la réalité. C'est-à-dire que qu'on le dise ou pas, que le ministre le dise de vive voix ou qu'il se taise, dans la pratique, il ne peut pas faire en sorte, en fait, de poser des actions qui vont à l'encontre de la vision sur la base de laquelle le président de la République a été élu et qu'il veut dérouler. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un comme Elisabeth Borne, qui est la première ministre, elle ne peut pas en fait décider à elle tout seule de fixer un âge de départ à la retraite qui soit de 65 ans, puisque le président de la République, il a dit que c'est 64 ans. Donc, elle est obligée, qu'elle le dise ou pas sur l'instruction du président de la République ou pas, elle est obligée de faire ça, parce qu'autrement, elle irait à contresens de ce que dit le président. Et ça, c'est normal. Même dans une entreprise, on a un direct. Le Sénégalais, il fallait. Le programme sur la base duquel les Sénégalais sont élus, dans le principe, conduire. Et l'équipe que tu mets en place, c'est des gens de confiance. Et justement, parce que tu as confiance en ces gens-là, que tu présumes que donc, c'est tout à fait normal. Effectivement, il peut y avoir un abus. Là, je suis d'accord avec Sabalé sur l'abus de recourir de dire tout le temps la formule qu'il a évoquée. D'accord, dans la pratique, là, c'est normal parce que doo ñëw nekk un directeur d'entreprise wala nga nekk un chef d'État nga am sa vision ba pare sa manager bi ne moom non ñett du ko doxal benn lay doxal. Il peut le dire, mais à ce moment-là, il doit prendre ses responsabilités en démissionnant comme Arnaud Mourou mu démissionner tout simplement bu amee un désaccord. Parce que du Arnaud Mourou la ñu fal. C'est le président de la République. Il est élu directement par le peuple. Et donc, parce qu'il a le pouvoir du peuple, beaucoup de peuple bi jox motax mom amna sañ-sañ mu ne sa way bo doxalul lu mu la sante ma dindi la fi. Non mais Seydina, on est vraiment d'accord. Tu as vu qu'au Sénégal, ministre dem na fi mu ne Mariam Faye moko fal muy wax ba di joy. Bay joy. Là on est d'accord. Mais donc attitude la ñuy wax. Mais on a compris comment ça fonctionne. Légui benen affaire bi nga xamantene c'est important. Légui Seydina dans 2 minutes ma bay la nga conclure 2 minutes Seydina. Suma waré ñaw par exemple ñaw yéré pour Bokar. Duma xol par exemple Tyson lu muy mesurer ma jël mesure yoy ñawal ko Bokar. Damay xol Bokar lan moy situation ma ñawal ko yéré par rapport ak situation ay mesures ainsi de suite. Démocratie non la mel. Ñun suñu processus démocratique on est toujours en démocratisation. Amna fu nga xamantene tolloguñu fa. Bon, par exemple, ce qui se passe au sommet de l'État, quand par exemple c'est un opposant qui est poursuivi en justice, c'est la même chose qui se passe au niveau infra, dans des quartiers, dans un dossier. On a porter des plaintes parce que diou xamna diou ci commissariat bi mo fexé ba plainte bi du jall. Donc les gens ont tendance à penser que le problème se situe au niveau de la présidence de la République. La présidence de la République bokk na ci parce que c'est un système. Bu keneen ñëwoon tok du fait qu'il est président de la République, il a un périmètre d'action qui est très large. Mais ça ne change pas pour autant ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les mairies, c'est les mêmes logiques qui fonctionnent dans ces zones de pouvoir, quoi. Donc, problématique sociale de façon large, c'est pas un texte de loi qui règle. Il faut éducation, formation et au fur et à mesure. Donc, et ça, c'est des choses qui ça ne se fait pas du tout au tac. Ça se fait sur vraiment long terme. Et malheureusement, on n'est pas sur cette voie-là parce que c'est pas l'éducation et la formation ne sont pas priorisées. Ils préfèrent, am benn terre bu ñuy ki wala benn da mel ni nga pauvre bu paré nga sa iPhone 14, tu vois. Après nga da nga développer parce que nga iPhone 14 bi nga xamantene da nga leb xaliss bu bari pour jënd ko ba paré amul dum la indil ci kom amul rentabilité, tu vois. Ce sont les mêmes problématiques qui fait que malheureusement de nous privilégier éducation et formation et c'est dommage parce que on n'est pas prêt de s'en sortir. Merci beaucoup Bokar et puis merci à tous les autres participants et merci à tous ceux qui nous suivent.
Très intéressant. Merci beaucoup, Seydina.